vers la promotion facile sans compétence, ce n'était pas de leur temps, pas du tout. Eux nous ont ouvert les portes des grandes écoles. Et ils voulaient que nous ayons dans la compétition et que nous ne soyons pas les premiers. C'est ce qui nous a valu d'être quartier latin de l'Afrique. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes? Quel quartier sommes-nous? La banlieue de quoi? Professeur Iroko, qu'est-ce que vous gardez de sa gestion des affaires de l'État et surtout sa vision économique? Le premier point pour lui, c'est d'abord l'unité du pays. Parce qu'il dit que le Dahomey était divisé politiquement en trois ensembles. Le nord, commenté par Parakou pour Maga, le centre, Abomey pour Aoumadoué, et le sud d'ici pour lui-même Apiti. Et qu'une telle cassure n'était pas viable. Ça le taraudait, cette absence de stabilité. Absolument. Sur laquelle, voilà. Et il dit que l'unité de chaque pays devait être une sorte de préalable pour la constitution de l'Union du Bénin, à laquelle il tenait beaucoup. Et cette Union du Bénin concernait le golfe du Bénin, qui part de la Volta au Ghana jusqu'au delta du Niger au Nigeria. Ça forme déjà une entité géographique qui devait être constituée la base d'une géopolitique plus viable. Parce qu'il dit que nos pays africains sont petits sur le plan spatial et faibles démographiquement. Sur cette base, les investissements ne pouvaient pas se faire de façon fructueuse. Donc les bailleurs de fonds vont hésiter à venir. Or, s'il y a de grands ensembles en matière de fédération, en matière d'union, on va constituer de grands espaces. L'Union du Bénin devait compter 80 millions d'habitants. Et d'ici cette base, l'espace y est, la démographie y est. Les bailleurs de fonds peuvent venir faire fructifier de façon satisfaisante les investissements. Donc, il tenait beaucoup à cette Union du Bénin, contre, évidemment, le Conseil de l'Entente. Il n'était pas pour le Conseil de l'Entente du tout, parce qu'il dit que dès qu'on a eu cette indépendance précipitée, c'est le Conseil de l'Entente qui a commencé par faire les malheurs de ce pays sur deux points. Le premier point, il dit, on parle de Conseil de l'Entente, entente, donc on devait se comprendre. Et pourtant, la Côte d'Ivoire a renvoyé des Dahoméens en 1958. Des Dahoméens qui y vivaient depuis et qui ont contribué à l'émergence sur le plan culturel de la Côte d'Ivoire. Quand ceux-là sont arrivés, nos premiers gouvernants se sont dit qu'il faut les réintégrer dans la fonction publique. Ça a déséquilibré le budget. Ils pensent qu'à travers la construction de grands ensembles économiques, d'une union douanière, ces questions exactement. Donc c'est un panafricaniste au même titre que les Kwame Nkrumah. Mais l'histoire fait un sort injuste à Apiti. Pas seulement régional, parce qu'il parlait déjà, de l'Union africaine avant que, les Kadhafi, excusez-moi, ne commencent pas à en parler. Il en parlait depuis les années 50. L'Union africaine, il en parlait déjà. Et il dit que ça peut partir d'abord de l'Union du Bénin, les 4 pays. Ensuite, on pourrait associer, si ces pays le veulent bien, la Côte d'Ivoire, la Haute-Volta d'alors qui est devenue le Burkina Faso, et probablement le Niger, et continuer ainsi pour que l'Union africaine se fasse. Donc c'est l'un des plus grands panafricanistes, mais le plus méconnu de ce point de vue aussi. Il a été un incompris. Il a été un incompris, professeur Betancourt. Sur la distance aussi, loin qu'on remonte cette initiative qu'il avait proposée dans son livre Face aux impasses, il proposait des solutions pour sortir de la dépendance économique et s'affranchir. Il proposait déjà des solutions pour régler la question de la dépendance financière vis-à-vis de la métropole. Justement, il disait qu'il ne fallait pas s'étonner que la métropole continue de nous contrôler tant qu'on n'affirmait pas une capacité à pouvoir se prendre en charge. Il suggérait la mobilisation de l'épargne nationale pour financer les grands projets. Il allait jusqu'à proposer la constitution d'une grande banque qu'il appelait la Banque d'investissement du Bénin pour reprendre le grand ensemble dont il nourrissait des rêves. Alors, professeur Pierre Bentekoue, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, les dirigeants d'aujourd'hui qui sont confrontés au financement des questions de développement, à des questions de déficit budgétaire, etc., ne doivent pas revisiter cette pensée économique du président Sourou Megampiti? Très certainement. Très certainement. Mais je voulais ajouter à ce qu'a dit le professeur Iroko qu'en réalité, le président Akwiti n'a pas exercé le pouvoir pendant longtemps.
Oui, parce qu'en 1960, lorsque, après l'indépendance et les élections du 11 décembre 1960, Maga est devenu président de la République et qu'il était vice-président, eh bien, il est resté quelques années avant que Maga ne l'ait envoyé à Paris comme ambassadeur. Et donc, il est difficile, tout en étant à Paris, avec les meilleures idées, de changer les choses au Dahomey de l'époque. Puis quand il est revenu en 1964, le président du conseil était à Oumadigui, l'entente n'était pas parfaite tous les jours. La preuve, vous avez vu comment ça s'est terminé en décembre 1965. Donc, c'est vrai qu'il avait de la vision, que le Bénin étriqué sur ces 100 et quelques kilomètres carrés ne réglait pas le problème économique. Il en était convaincu et je crois que c'est une chose sur laquelle il faut insister. Et vous avez dit, bon, les gens aujourd'hui, enfin vous et nous, la population, nous sommes toujours là à vivre de subsides des uns et des autres. Et ça, il a dénoncé dans son ouvrage Face aux impasses. Oui, comment se fait-il que... cette impuissance Oui. qu'avaient et qu'ont toujours les dirigeants de nos pays, Oui. lorsqu'ils se baladent à travers la planète, ils utilisent le mot sébile en main pour aller commander, pour financer le développement. Et donc, il n'y a pas de solution à ça si, premièrement, on n'arrive pas à sortir des frontières les uns des autres. C'est vrai que la CEDEAO a été créée après. Et ça, c'est parfaitement une illustration des idées que le président Akuti avait. Parfaitement. Parce que il ne limitait pas l'action aux pays francophones. Ce n'était pas son problème. Le problème était d'avoir un espace, d'avoir des populations, d'avoir des productions qui permettent aux uns et aux autres de pouvoir satisfaire leurs besoins. Et il n'a pas été écouté, il n'a pas eu le temps d'exercer le pouvoir, parce que quand il a été président de la République, le PDD, qui était le parti puissant, en réalité était géré par la Oumadigui et ses amis. Et donc, il était très limité, et quand cela s'est terminé, qu'est-ce que vous voulez? C'était très difficile de dire, voilà l'œuvre qui a été accomplie pendant ce temps, dans les conditions dans lesquelles il a exercé le pouvoir. Alors, je crois que, premièrement, nous devrions faire des efforts pour mieux nous nourrir de nos archives. C'est un drame, les archives. On chante ça sur tous les toits, dans tous les domaines. Tout ce que le président Akuti a fait avec son équipe au palais, si vous voulez reconstituer ça historiquement aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. Il n'y a pas de traces. Pourquoi? Mais pourquoi? Parce que nous négligeons tout. C'est une question grave si des historiens comme vous le présentent comme tel. Mais non, Si on ne présente pas, on dit la réalité. Une telle impuissance. Je vous invite à lire un article fait par notre collègue Michel Virégla et l'ancienne directrice des Archives nationales, Mme Paraïso, dans un document collectif qui a été fait à l'occasion des 50 ans de l'indépendance du Dahomey. Oui. Eh bien, cet article, rien que par le titre, dit ce que c'est. Le drame des archives au Bénin. C'est un drame. Et on pense que c'est les historiens, ils ont besoin de vieux papiers. Non, c'est une condition de développement. Si vous ne savez pas ce qui a été fait avant vous, vous ne pouvez pas aller de l'avant. On est en perte de repères. Ça, c'est évident. Donc, il faut revisiter, non seulement lire les livres du président Akuti, mais il faut aussi trouver ces manuscrits, ces papiers, ces réflexions, et se nourrir de ça pour construire l'avenir. Vous aussi, historien, vous avez une part de responsabilité énorme, ne serait-ce que de par le métier, votre métier, à nous aider à constituer ces archives. Nous n'inventons pas. À écrire et à exhumer. Non, mais à écrire tout au moins. C'est ça aussi, à nous aider à retrouver les traces, mais pas à les conserver, certes, mais à les constituer. C'est aussi de votre responsabilité. Alors, Monsieur Migan, vous voulez réagir sur la gestion du pouvoir? Je veux réagir. Oui, la gestion économique, du pays, oui, telle que faite par le président. En me référant aux historiens, ils ont eu à dire que les écrits ne sont pas sauvegardés, donc les archives d'eux-mêmes. Eh bien, qu'ils vous souviennent, dans le temps, on apprenait dans nos ouvrages scolaires que le Dahomey était un pays à vocation agricole. À vocation agricole, eh bien, le président Souroumigan Akuti s'est appesanti là-dessus. Vous aviez vu Agbada, vous aviez vu la Snada, vous avez vu la Snada, vous avez vu la Sonader. Voilà autant d'éléments. Sonader, Société nationale de développement rural, c'est ça? Oui, de développement à l'époque. rural.
Oui. Et qui avait comme, du moins, ce directeur général, le président Amoussou Bruno. Eh bien, voilà des unités qui ont apporté beaucoup de bien à ce pays. Eh bien, il faut compter sur ce qu'on a déjà, avant d'aller plus loin. Eh bien, aujourd'hui... Et ça, vous mettez ça à l'actif du président Soro Migran Akuti? Tout à fait. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes en train de parler du développement agricole jusqu'aujourd'hui. Ben, c'est qu'à l'époque, il fallait le faire, et il fallait le faire avec beaucoup de moyens. Et ces moyens appelaient que non seulement les PTF, si on pouvait les appeler PTF à l'époque, Vous voulez parler des partenaires techniques techniques et financiers, puissent nous aider, mais que nous ayons quand même nous-mêmes quelque chose pour nous-mêmes à défendre. Mais il y a que nous avons laissé passer ça, et c'est vraiment dommage, c'est bien, bien dommage. Ce n'est pas Mme Patterson qui me démentirait. Les usines, à l'époque, à Marseille, recevaient l'huile du Bénin, l'huile de palme du Bénin. Et c'était une huile qui avait des caractéristiques de qualité. Ce qu'on ne retrouvait pas dans d'autres pays, dans les environs. Eh bien, qu'est-ce que nous avons pu faire de ça? Nous avons laissé tomber cela. Aujourd'hui, on parle encore de quarts d'air qui sont en train de dormir. Voilà autant de choses que nous avons eu à faire qui ne nous honorent pas et qui ne nous bonifient nullement pas. Ce qu'il y avait et qui est à nous, qui peut nous apporter quelque chose, nous avons laissé ça de côté parce que, quelque part, on disait, le palmier à huile, ça, c'est l'affaire du Sud. C'est l'affaire de Porte-Novo et des environs. Mais nous n'allons pas développer un pays dans ces conditions. Et on dit, le palmier à huile, si vous parlez de palmier à huile, vous venez chez le président Akuti. Non. Le palmier à huile pousse sur le sol du Sud, mais ce n'est pas à cause du président Akuti. Alors, je vous remercie. À cette étape de notre entretien, Monsieur Dosso-Bernard, merci de rapprocher le micro. Nous faisons des analyses économiques sur le président Apiti. Il me semble qu'il y a quelque chose, il y a un vide quelque part. Quel est ce vide-là? C'est ce qu'on peut reprocher aux adversaires du président Apiti, parce qu'ils ne sont pas au même niveau économique que lui. Ce vide, c'est quoi? Nous ne faisons pas l'analyse à laquelle a procédé le président Apiti pour arriver aux conclusions que nous énumérons. Nous énumérons seulement ce qu'il a dit ceci, il a dit de faire ceci. Si on prend le problème des fédérations, ou bien si on prend le problème de la communauté du Bénin, ou bien si on prend le problème de refus du Conseil des Ententes, on ne fait pas les analyses pour dire voilà ce qu'il a dit. Analyse très bien. Pour dire qu'il refuse la communauté du Bénin, il ne l'a pas dit en l'air. Il a fait des analyses pour dire vous ne pouvez pas avoir. Ils sont très nombreux à côté du Bénin. Ils sont aujourd'hui plus de 150 millions. Nous ne pouvons pas voir ces gens-là les laisser et aller chercher la matière première à 200 km, à 1000 km. Que c'est anti-économique. Vous voulez parler du Nigeria, des atouts que présente le Nigeria. Il dit il faut exploiter à fond ces atouts-là. C'est ça qui va permettre l'épanouissement du Bénin. Et que, en économie, il faut d'abord vider ses intérêts. C'était vrai hier, c'est encore vrai aujourd'hui. Voilà. C'est ce que je veux dire. Et c'est très important. Et lorsqu'il dit tout cela, il s'appuie sur nos possibilités économiques réelles. Il dit c'est l'agriculture qui est la base de notre économie. On continue de le dire. Et il dit il faut transformer. Il y a eu beaucoup d'actions. Il faut des usines de transformation des produits agricoles. Et c'est lui qui a initié les usines, beaucoup d'usines en Afrique, pas seulement au Dahomey à l'époque, mais aussi en Afrique. Et l'IRO, le directeur de l'IRO de l'époque, là, lui a écrit pour le féliciter. L'IRO Akobert. IRO, c'est Institut des recherches. Oui, bien sûr. C'est ça. De recherche.
et des oléagineux. Très bien. Merci pour la précision. Des huiles et des oléagineux. Ok. Donc, il lui a écrit à l'époque pour le féliciter, pour dire qu'il a vraiment des vues prophétiques. Et il faut qu'il continue. Je voudrais qu'on insiste sur ça, là, parce que c'est ça qui va permettre qu'on va voir que Apiti est un visionnaire, qui fait des analyses qui dépassent le niveau de ses adversaires et le niveau même de ses compatriotes qui n'arrivaient pas à le suivre. Et c'est ça qui va permettre de retenir l'importance de ces analyses-là et de comprendre pourquoi aujourd'hui encore ces idées sont valables. Alors, vous m'offrez une belle perche pour passer une transition pour aller vers cette dernière phase de notre entretien pour apprendre à saisir davantage la personnalité de cet homme dont on considère que le destin politique a été inachevé parce que ces grandes idées dont il était porteur n'ont pas pu prospérer avec lui. Il n'y a qu'à voir le temps extrêmement court qu'il a passé à la gestion effectivement des affaires du pays. Est-ce que c'est parce il devançait, il était en avance sur son temps, sur ses contemporains, ou parce qu'il avait des faiblesses liées à sa propre personnalité? On défend ses adversaires. J'ai lu dans l'ouvrage consacré aux actes du colloque qui a été fait à son sujet le 25 mai 2000, où on considère que en fait, sa placidité, cette sorte de maîtrise de soi apparente qu'il affichait, était comme une sorte de faiblesse d'indécision face aux choses, face aux événements. Qu'est-ce qui, selon vous, peut expliquer qu'il n'ait pas pu faire prospérer les grandes idées dont il était porteur? Commençons par M. Mondachia. Je crois qu'il faut dire honnêtement qu'il avait quelques faiblesses à faire comprendre ce qu'il veut aux autres. Ses idées. Il a quelques faiblesses. Il ne force pas. Il veut attendre. Et en attendant longtemps, on considère ces idées comme non valables. Voilà ce qu'il faut dire de façon approfondie. C'est à cela qu'on aboutit. Moi-même, j'ai constaté ces faiblesses. Ce ne sont pas des faiblesses. C'est des précautions. Mais trop de précautions aussi nuisent. Hein, c'est ce qu'on lui reproche. Monsieur Hiroko, qu'est-ce que vous pensez par rapport à sa faiblesse, savoir de l'emprise sur les choses et sur les événements? Non, je ne pense pas qu'il faille voir le problème de ce côté-là. Et cette opposition était due à deux choses. D'abord, Souroumi Apiti était un incompris. C'est-à-dire ses contemporains, au moment où il prônait certaines idées, étaient nettement en dessous. Il était nettement en avance sur les autres. Par exemple, quand il parlait de... Mais il parlait déjà... C'est en 1946. C'est grâce à lui que les bourses ont commencé par être attribuées à des élèves, à des daomiens, en 1946 déjà. Mais quand il parlait de... Il a été le premier dans ce pays à parler de décentralisation. À un moment où les gens n'en parlaient pas du tout, la décentralisation. Et c'est tout récemment que nous, on a commencé par en parler. Tout à fait. Quand il parlait de démocratie, on était loin. Donc, c'était un incompris de ce côté-là. Et deuxièmement, excusez-moi beaucoup, notre mentalité d'homme jaloux. Même quand ses adversaires se rendaient compte parfois que ces idées étaient bonnes, ils étaient contre ces idées parce qu'elles n'émanaient pas d'eux. Mais comment pouvez-vous comprendre que le Dahomey soit l'un des rares pays d'Afrique à avoir eu son université, mais implantée en dehors de la capitale? C'est parce que Maga et Aoumadegbe se sont opposés à Souroumi Apiti. Ils se disaient, bon, c'est sûr qu'il a déjà acheté beaucoup de parcelles vers Wando là-bas. Si on implante l'université ici, ça va l'enrichir. Donc, c'était la personnalisation du pouvoir. Alors qu'en revanche, à contrario, Souroumi Apiti affichait beaucoup de respect pour ses adversaires, absolument, beaucoup d'humilité, puisque Robert Dossou le dira, oui, par exemple, il n'a jamais supporté que l'un de ses neveux l'ait encouragé, par exemple, à mettre fin à la vie de son adversaire. Il a souffleté, il a giflé pour tout dire,
Et après, au départ des partisans de l'autre, il lui faisait observer qu'on peut être adversaire, mais pas ennemi. C'est une certaine grandeur d'âme. Et il n'a pas hésité, par exemple, à laisser Maga porter à la présidence de la République, alors que lui, il avait visiblement, par rapport au rôle précurseur qu'il a joué, toutes les chances, en fait, prétention de pouvoir aller à ce poste. Donc, une certaine illimité, grandeur d'âme, transcendance, mais visiblement qui se retourne contre lui. Et ce sur quoi il faudrait insister aussi, en dehors de ce respect pour l'adversaire, c'est qu'il acceptait volontiers, bon, ces critiques-là, il se dit, bon, ben, je suis incompris, ou ils n'ont pas voulu me comprendre. Bon. Pour l'université du Dahomey, l'UID, mais dans tous les pays africains, la première université, quand elle n'est pas dans la capitale, c'est dans la deuxième plus grande ville. Donc non seulement ça n'a pas été implanté ici, la capitale, mais pas à Cotonou, la grande ville, mais ils l'ont mise à 15 km plus loin. À l'époque, Godomin, Cotonou et Calabi n'étaient pas encore confondus. Hein. Vous quittez Cotonou, vous ne trouvez pas une seule maison avant Godomin. Vous quittez Godomin pour Calabi, pas une seule case. Donc on est parti jeter ça dans la brousse là-bas. À cause d'Apiti, on se dit non, il n'aura pas ça chez lui. Cela ne se fera pas à Cotonou non plus. C'est l'un des rares pays au monde où l'université a été implantée beaucoup plus loin. Et les faits lui ont donné raison sur un autre point, c'est que quand il parlait